Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Flesh and Blood. Si vous avez cliqué sur le lien, c'est certainement que vous voulez voir une partie jouée de Flesh and Blood avec des commentaires qui permettent de comprendre comment on joue. Donc comme je peux pas faire ça tout seul, et parce que en plus j'adore jouer avec lui, enfin plutôt contre lui, parce qu'à chaque fois j'en prends plein la tête, mais au moins j'apprends. J'ai mon ami Quentin qui est là. Salut Quentin. Salut tout le monde, bonjour à vous, installez-vous confortablement et bienvenue. Dans cette vidéo, on va essayer de, au mieux, vous expliquer comment jouer à ce jeu. Exactement, tu as très bien résumé. Et pour ce faire, nous utilisons non pas une version papier dans une vraie salle, mais on va utiliser la version sur ordinateur qui, à défaut de proposer la convivialité d'une table de jeu et de playmat en néoprène, vont nous offrir la possibilité de zoomer sur les cartes pour vous rendre le tout beaucoup plus lisible. Donc ce que vous allez voir, ça s'appelle Tabletop Simulator avec un mode qui est dédié pour jouer à ce jeu. Ça Donc nous permet c'est de jouer l'un avec l'autre. exactement, jusqu'à même pourquoi pas 8 joueurs à la même table en plus. Ça, Donc voici l'interface du jeu. Pour démarrer, comment on installe son début de partie. Au milieu de la table, vous allez mettre votre héros, qui est représenté par une carte spécifique. En bas à gauche de cette carte, vous allez voir 4 qui correspondent au nombre de cartes que l'on pioche en fin de tour. Mais là, bien sûr, pour le début de la partie, on commence chacun avec 4 cartes en main. En bas à droite, c'est le nombre de points de vie. Et ce qui est écrit en dessous de l'illustration est l'effet de notre héros. C'est pour ça que là, on a mis un petit compteur de points de vie qui a été réglé sur 20 points de vie. Donc ça, on le fait en fonction de chaque personnage. J'ai équipé ici l'arme de mon personnage, qui est un arc, parce que je joue une archère. On a là un équipement de tête, un équipement de torse, un équipement de bras et des jambières d'équipement de jambes, plus globalement. Donc on met toujours les cartes dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Vous allez avoir à droite, tout à droite du tapis, le paquet de cartes restantes qui seront évidemment mélangées pour avoir un aléatoire le plus possible proche de la réalité. Et là, vous allez, nous on utilise des dés qui vont permettre de symboliser les pitchs. Le pitch est une ressource que l'on accumule pour ensuite la dépenser afin de faire des actions dans le jeu. Et oui, parce que le but de Flesh and Blood est de jouer contre un adversaire. Donc en face de moi, je vais avoir le tapis de Quentin, que je vous montre à l'envers, parce que ça va très bien représenter ce que vous verriez en vrai si vous jouez face à un adversaire. Vous ne verrez pas ces cartes dans votre sens. Il va jouer le personnage. Pardon Quentin, excuse-moi. Vous voulez dire un truc ? Non, non, c'est parfait, tout à fait, tout est bon. Et donc forcément, lui, il joue à l'opposé, hein, donc ses cartes équipements sont à sa gauche, comme vous, mais vous les voyez à droite. Le personnage est au milieu, l'arme est à gauche ou à droite à loisir. Parfois, on peut avoir deux armes, là, parce qu'on utilise tous les deux une arme à deux mains, donc le héros a les deux mains occupées avec son arme, mais il y a certains personnages qui ont un bouclier, une épée, ou deux petites dagues, par exemple. Donc plein de possibilités. La dernière zone que je n'ai pas expliquée, donc je vais revenir sur mon personnage, je vais avoir en dessous de mon personnage une zone qui est vide, qui s'appelle l'arsenal. L'arsenal est une zone où on va pouvoir stocker une carte à la fin de notre tour, afin de pouvoir l'utiliser soit pendant le tour adverse, soit pendant notre tour, et ça va, vous verrez, ça va amener des effets très particuliers. Tout à droite du tapis, au-dessus de votre pioche, de votre deck, vous allez avoir la zone de cartes défaussées, aussi appelée graveyard ou cimetière sur ce jeu. À gauche ici du deck, ça s'appelle la zone de pitch. C'est là où temporairement, pendant notre tour ou pendant le tour de l'adversaire, on va poser les cartes que l'on utilise pour générer des ressources afin de payer le coût de certaines cartes. Et en bas, ce sont les cartes qui sont bannies. C'est bien ça, Quentin? J'ai pas dit de bêtises? Tout à fait, c'est parfaitement exact. Voilà, vous êtes bien installé, vous avez vos cartes qui sont positionnées, vous avez pioché 4 cartes dans vos mains, il est venu le temps de lancer une partie. Pour ce faire, on lance, alors c'est comme ça qu'on fait communément, on lance un dé et le joueur qui fait le plus grand résultat va choisir qui commence. Il ne va pas forcément commencer. Parce que dans le jeu, stratégiquement, parfois il est plus intéressant de laisser l'autre commencer ou à l'inverse de commencer soi-même. Donc là, pour le besoin de cette vidéo explication, évidemment, je vais commencer.
Donc, comment ça se passe à mon tour de jeu? Chaque tour de jeu, je n'ai qu'un point d'action. Ce point d'action, je vais pouvoir l'utiliser pour jouer une carte sur laquelle il est écrit action. Mais où est-ce que c'est? Soit il est écrit action en bas de la carte, comme vous pouvez le voir tout en bas de cette carte par exemple. Il est écrit Elemental Ranger Action. Là, c'est une Elemental Action. Et là également une Ranger Action. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est écrit action, soit tout en bas de la carte, soit directement dans l'encadré, là où il y a du texte, je vais devoir dépenser une action pour ce faire. Il y a également, vous l'avez vu par exemple sur cette carte, le titre Tech Eye. Donc on va dire fait le ciblage, je sais pas comment prend pour cible. En anglais. Tout en haut à gauche, vous avez un petit rond rouge. Et donc ça c'est la valeur de pitch. C'est-à-dire si je prends cette carte et que je la mets ici dans la zone de pitch, ça me permet de générer, donc ça c'est le dé que je n'utilise pas, ça me permet de générer un pitch qui me permet de jouer une carte qui a un coût de 1. Donc normalement ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'était juste pour vous expliquer. Là par exemple si je veux jouer cette carte, admettons, en haut à droite vous voyez un petit 1 dans le rond rouge, en haut à droite vous avez un petit 1. Donc si je voulais jouer cette carte, je vais devoir évidemment la positionner, donc là on va plutôt utiliser celle-ci. Admettons que celle-ci coûte 1, on va la positionner ici, donc ici c'est la zone de combat tout en haut du tapis, et on va la proposer à notre adversaire. On va payer son coût. Là en particulier, elle coûte 0. Donc du coup, si je joue cette carte, eh bien ça ne me coûte rien du tout en pitch, pas besoin du coup de pitcher, mais par contre ça me coûte toujours une action, parce que c'est une élémentale action attaque, comme il est écrit en bas de la carte. Et ensuite on va simplement lire ce qui est écrit sur la carte. Là, je joue un deck préconstruit, donc un deck, on va dire, d'initiation qui coûte une dizaine d'euros, qui me permet de débuter, de comprendre le jeu. Mais on est sur déjà la 4e extension du jeu, donc il y a déjà des effets supplémentaires. Et là, en effet, on a ce qu'on appelle le Lightning Fusion, ou plus globalement la mécanique de fusion. La mécanique de fusion, comment ça marche? C'est une mécanique où, quand on joue une carte qui dit Lightning Fusion, on va pouvoir montrer, en plus de poser la carte, montrer une carte qu'on a dans notre main, où il est écrit Lightning dans son intitulé tout en bas. Si je le fais, je booste la carte, j'applique un effet supplémentaire à la carte que je joue. Donc là, en l'occurrence, ici, je n'ai pas... Là, j'ai une carte qui s'appelle Lightning Action, donc je pourrais très bien jouer cette carte, et pour lui donner son effet de fusion, je vais prendre cette carte-là, je vais la mettre juste ici, pour que visuellement mon adversaire sache que je joue cette carte et je montre celle-ci comme fused, comme on dit, et ça permet de booster cette attaque. Donc je commence par exemple en faisant ça, et Quentin, je te propose donc une attaque où je fais 4 points de dégâts, comme on peut le voir en bas à gauche. Je vais avoir un petit 4 qui va correspondre à l'attaque que je lui propose, et il est écrit que si j'ai fused de la carte, donc si j'ai montré une carte Lightning, cette carte gagne Go Again. Ça veut dire que si je continue le combat, je regagne une action. Go Again veut dire gagner une action possible. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Supplémentaire, effectivement. Et là, toi, tu me proposes une attaque. Et comme vous avez vu sur les cartes du côté de Vianney, les cartes ont une défense, ou en tout cas essentiellement beaucoup de cartes ont une valeur de défense qui peut être utilisée lorsque c'est mon tour. Par exemple, là, je suis en train d'être attaqué pour une valeur de 4. Je peux utiliser une ou plusieurs cartes de ma main pour me défendre. Auquel cas, j'aurai moins de cartes à mon tour, en temps normal. Au premier tour, j'ai la chance de repiocher le même nombre de cartes que mon adversaire, mais pendant tout le reste de la partie, il faut avoir conscience de ça tout de suite. Toutes cartes utilisées en défense seront des cartes en moins pendant votre tour. Et là, justement, tu me proposes une attaque de 4, et je vais te proposer de mettre cette carte-ci en défense. Elle a une défense de 3. En bas à droite, vous pourrez normalement voir ceci. Donc actuellement, je prendrai un dégât. Exactement. Et je tiens à préciser en effet que là, j'attaque avec la valeur qui apparaît à moi en bas à gauche. Et lui, en fait, ne fait pas du tout attention à tous les autres éléments de sa carte. Il ne fait vraiment attention que ce qui est en bas à droite, juste à côté du bouclier, en prenant en compte le 3. Parce que vous le voyez, si on regarde le titre en bas, c'est écrit Draconic Action Attaque. Donc ça pourrait être une carte d'action, et une carte d'action d'attaque précisément. Mais là, on ne regarde que ce qu'il y a comme valeur numérique au niveau du bouclier. Donc j'attaque à 4, il défend à 3, il prend donc normalement un point de dégâts. Mais il faut savoir une chose dans ce jeu,
en fait, c'est un peu une sorte de ping-pong. C'est-à-dire que j'attaque, il propose de défendre, mais il est également possible de mettre d'autres cartes. Donc moi, par exemple, je pourrais très bien jouer un nouveau type de carte qui s'appelle attaque-réaction. Auquel cas, en fait, c'est une réaction à la première attaque que j'ai faite. Et du coup, ça permettrait de booster, pourquoi pas, ou donner un effet supplémentaire à la première carte que j'ai posée, ou alors de faire simplement un enchaînement. Quentin, lui, si j'ai fait ça par exemple, pourrait très bien mettre une carte de défense-réaction, ce qui permettrait donc d'améliorer sa défense ou de lui donner un effet supplémentaire. Pas forcément de l'améliorer, mais de faire un effet supplémentaire. Et une fois qu'on a fini cet échange de priorité, c'est-à-dire moi je fais ça, ah toi tu fais quoi? Ah d'accord, tu fais ça, c'est à nouveau à moi et ainsi de suite. Là, on peut intercaler dans tout ça ce qu'on appelle des instants. Instant, c'est une action que l'on fait qui est gratuite, que l'on peut déclencher entre ces phases-là. Jusque-là, Quentin, t'es d'accord? Pas de bêtises? Pas complètement d'accord, t'inquiète pas, si tu dis quelque chose qui va pas, j'interviendrai. Et donc, par exemple, la carte qui est ici en bas à gauche, comme vous pouvez le voir, elle me propose un texte qui dit instant. Il me propose de détruire la carte et de faire un effet particulier. Donc là, je pourrais très bien, en réaction à sa défense, je pourrais très bien dire, bah, je fais cet instant pour me générer un effet, par exemple, qui lui ferait réduire sa défense, par exemple. Là, c'est pas le cas, mais ça pourrait être ça. Ou alors, ça pourrait lui faire défausser une carte, ou tout un tas d'autres choses. Donc, là, pour l'instant, bah, on va simplement arrêter là. Et du coup, Quentin, qu'est-ce qui se passe si on arrête là? Eh bien, on termine le combat, en tout cas le coup de l'attaque que tu es en train de me proposer, et on résout les dégâts. Donc actuellement, eh bien, je prends 1 point de dégâts, je passe de 20 points de vie à 19 points de vie. Et il faut savoir que, comme dans un vrai combat, comme dans la vraie vie, ou en tout cas dans une vie magique, eh bien on ne fait pas qu'une seule attaque, on va parfois faire un coup de poing, puis après un coup de pied, ou en tout cas tant qu'on a la possibilité, grâce au fameux mot Go Again, tant qu'on a des points d'action, tu as la possibilité de continuer à essayer de m'infliger des dégâts. Exactement. Et donc, les cartes pour l'instant, est-ce qu'on les laisse là, Quentin? Oui, Mais cette carte, comme je l'ai utilisée uniquement pour améliorer la puissance en utilisant l'effet de fusion, je vais pouvoir la remettre dans ma main. Parce que tout à fait. techniquement, elle est dans ma main. Je l'ai juste mis pour vous montrer. C'est une carte qui devait être révélée. Il devait me la révéler pour prouver qu'il était en capacité de faire l'effet de boost. L'effet Tout de à fait. fusion, exactement. Donc, je reviens ici à mon tapis de jeu. Et donc, j'ai Go Again. Donc, ça m'a permis de récupérer une action supplémentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un instant. Donc, ici, mon arc. C'est écrit une fois par tour, je peux faire cet instant. Ça me propose de payer un de pitch. Donc, je vais l'activer. Donc, je vais la coucher tout simplement. Je dois payer maintenant son pitch. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre une carte de ma main et je vais la mettre dans la zone de pitch. Donc là, j'ai utilisé cette carte-là, qui ne m'intéresse pas pour ce tour. Et je vais... Donc, j'ai bien payé 1, hein, vous voyez. Je On vais voit- prendre cette carte, qui est une Blizzard Bolt, et je vais pouvoir la mettre dans mon arsenal. Donc, en fait, c'est une flèche, c'est la particularité du Ranger, c'est qu'il a besoin, pour pouvoir jouer des cartes de type flèche, il est obligé de d'abord les mettre dans son arsenal. Il ne peut pas les jouer depuis sa main. Donc c'est excellent parce que c'est très thématique. On a vraiment l'impression, quand on joue ce personnage, de mettre la flèche sur son arc, de bander son arc et d'être prêt à tirer, et d'attendre de pouvoir le faire. Donc, j'aurais pu le faire d'une autre façon, mais je voulais expliquer comme ça, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas du tout un tour optimal, hein, c'est-à-dire que les joueurs expérimentés vont dire bah là ça servait à rien de le faire comme ça. Je le fais uniquement pour expliquer comment ça marche, ni plus ni moins. Pourquoi les joueurs un peu plus confirmés vont dire ah bah tiens, il fait ça pour rien. Bon, je finis de vous expliquer l'effet de cette carte et vous allez comprendre pourquoi ça servait à rien. Là c'est écrit, une fois par tour, je peux, en payant un pitch, mettre une carte Arrow face visible dans mon arsenal vide. Et si je le fais, je peux choisir un des deux effets qui est écrit sur la carte. Soit je lui donne +1 jusqu'à la fin du tour en attaque, soit je lui donne Dominate. Dominate est un effet qui est génial. C'est quand on attaque un adversaire avec un dégât qui fait du Dominate, en fait l'adversaire ne peut défendre cette attaque qu'avec une seule carte depuis sa main. Il ne peut pas mettre 2, 3, 4 cartes comme il le ferait sur une attaque qui n'a pas Dominate. Du coup, ça le force à affaiblir un peu ses défenses. Par contre, il pourra utiliser d'autres cartes qui viennent ailleurs que de sa main. Il pourrait utiliser des cartes de son arsenal, il pourrait utiliser des cartes
équipement, donc par exemple son casque, ses bottes, ses gants ou son torse, ou tout un tas d'autres cartes qu'il aurait placées d'une autre façon. Mais en tout cas, pas d'une carte qui vient de ça. Donc là, ça sert à rien parce que je n'ai plus Go Again. J'ai toujours Go Again, excusez-moi, parce que je ne l'ai pas encore consommé, donc j'ai toujours un poids d'action. Et donc je pourrais parfaitement tirer cette flèche. Quentin, est-ce que tu veux que je tire cette flèche? Non, parce que moi, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts, mais pour l'explication, ça peut être sympa. Donc je vais quand même tirer cette flèche. En effet, là, je vais lui choisir comme effet Dominate. Ouais. Je veux tirer cette flèche, donc c'est-à-dire que je vais la présenter ici, mais comme vous le voyez, elle coûte 1 de pitch. Mais je n'ai plus de pitch. Enfin là, j'ai payé avec cette carte, j'ai payé l'effet de cette carte-là. Donc, je vais devoir à nouveau mettre dans ma zone de pitch une autre carte, qui est Amulet of Lightning, qui propose 3 de pitch. Donc du coup, c'est trop par rapport à ce que je devrais faire, mais c'est autorisé dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai gagné 3 de pitch, j'en utilise un pour jouer ma flèche, et les 2 pitch restants, je vais pouvoir les garder pour activer d'autres choses si je le souhaite. Mais à la fin du tour, ils seront perdus. Ça c'est très important, le pitch ne perdure pas d'un tour à l'autre, il est toujours perdu. Pourquoi? Là, j'ai joué une carte qui a un pitch plus élevé que nécessaire, mais j'avais pas le choix, j'ai plus de cartes en main après. Donc j'ai forcément mis celle-là, ça m'a permis de payer. Dans ce jeu, parfois, il est intéressant d'overpitcher. Overpitcher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement payer plus cher que le coût nécessaire, parce que tout simplement, ça permet de renouveler sa main. C'est un jeu dans lequel on ne peut pas défausser de cartes de son plein gré. On peut soit les défausser en les utilisant, soit les pitcher, et vous allez voir en fin de tour, il se passe quelque chose avec les cartes qu'on a pitchées. Oui, mais peut-être revenons à ton attaque. Et donc, je reviens à l'attaque, et je te propose 5 de dégâts. Là, je ne peux pas faire l'effet de fusion, car je n'ai plus de carte en main, donc je ne peux pas lui révéler une carte supplémentaire. Et cette carte fait 5 de dégâts, avec l'effet de mon arc, je lui donne Dominate, c'est-à-dire qu'il ne pourra défendre qu'avec une seule carte venant de sa main, ou peut-être des équipements. Que va-t-il faire? Eh bien, tout d'abord, ce qu'on peut rajouter, comme on est dans un premier tour d'explication, c'est que si vous avez bien analysé et que vous avez été très attentif ou attentive jusqu'à présent, il n'y a actuellement plus de points d'action disponibles pour mon cher ami Vianney. Et donc, en tant que joueur adversaire, je sais que à l'heure actuelle, dans le gameplay actuel du tour, eh bien, ce sera une fin de tour pour lui ensuite. Donc ça, c'est une information importante, parce qu'il n'y a pas de go again qui a été annoncé ou de points d'action. Parfois, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une carte surprise de sa main ou d'une carte de son équipement. Mais de manière générale, là, ce que je peux observer, c'est qu'il m'attaque pour 5, demi-date, et que ce sera la fin de son tour. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement me défendre avec une carte de ma main, une seule, je n'ai pas le droit à plus, et qui aura 2 de défense. Donc, 5 moins 2 de défense, ça me ferait 3 points de dégâts, sauf s'il veut rajouter quelque chose par-dessus, ou moi-même, je vous renvoie au début de cette vidéo, on expliquait le système de réaction. Et je ne souhaite rien faire d'autre. Tu ne souhaites rien faire d'autre. Moi, pour la démonstration, je pense peut-être jouer une carte supplémentaire. Dis-moi tout. Mais est-ce que je le fais? Moi, je me dis que c'est peut-être pas nécessaire. Bon, d'accord. Bon, bah, je le fais pas. Ça fait beaucoup de teasing pour ceux qui regardent. Je prendrais 3 dégâts, du coup. 5 de dégâts, il défend avec une carte à 3, donc on fait la différence entre les deux, ça fait 2 dégâts. Je défends une carte avec 2 seulement, pardon. Donc je prendrais 3 dégâts. Ah, 2, pardon. Ah, donc ça fait bien 3 dégâts. Donc là, il descend à 16 points de vie, et moi, j'ai encore mes 20 points de vie, il n'a pas eu l'occasion de m'attaquer. À mon avis, prochain tour, je vais en prendre plein la tête. Peut-être, ça dépendra de tes choix, encore une fois. Et donc, il n'y a pas de go again, j'ai plus de points d'action, comme l'a très bien dit Quentin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la fin du tour. Et il y a plein de choses qui se passent en fin de tour, des choses très simples. Tout d'abord, on peut commencer par enlever toutes les cartes de la Combat Chains, c'est-à-dire les cartes que nous avons utilisées durant notre combat pour ce tour-ci. On peut les mettre dans la défausse, comme il est en train de le faire. Ensuite, il y a les cartes de pitch, et là tu peux peut-être expliquer ce qui se passe, il y a un truc un peu particulier et très sympa dans ce jeu. Ouais, ça c'est un truc que j'aime beaucoup expliquer parce que ça montre qu'il y a de l'intelligence dans le game design et que ça c'est une chose qui est très sympa à connaître. À la fin de son tour, les cartes donc défaussées comme l'indique Quentin sont défaussées et je les reverrai plus durant ma partie, hormis si j'ai une carte qui me permet d'aller récupérer des cartes en défausse, mais mécaniquement de base on ne l'a pas. Mais ces cartes là, qu'on a mis dans la zone de pitch, on va pouvoir les trier dans l'ordre de notre choix. Donc on va choisir laquelle on met en dessous.
du deck et dans quel ordre on les met. Donc là, je choisis de les mettre dans cet ordre. Je vais prendre du coup mon deck, mettre par-dessus, et je vais remettre mon deck ici. Donc ces cartes-là, je vais pouvoir potentiellement les repiocher plus tard dans la partie. Ça, c'est tout l'intérêt de ce système de pitch. Comme je vous l'ai dit, en fin de tour, les pitchs disparaissent, donc je n'ai plus de pitch. Les 2 restants sont perdus, malheureusement. Si j'avais eu encore des cartes en main, j'aurais pu ici mettre dans mon arsenal une carte face cachée qui m'aurait servi plus tard. Je redresse également les cartes que j'ai utilisées, que j'ai tapées pour montrer que je les ai utilisées. Et je refais ma main en utilisant l'intelligence de mon personnage. En l'occurrence, Lexi possède 4 d'intelligence. Ça veut dire que je repioche 4 cartes dans ma main afin de me préparer au tour de Quentin. Et il faut savoir que à la fin du premier tour, nous l'avions déjà dit, mais je le répète, en tant qu'adversaire, je repioche aussi 4 cartes. Maintenant, si c'est le début de mon tour, si tu permets, à partir de maintenant, tout ce que nous allons faire dans la partie, c'est continuer à vous expliquer un petit peu les différents effets de cartes que nous jouons, mais surtout, il faut avoir en conscience que si Vianney se défend avec des cartes de sa main, eh bien, il ne en disposera plus pour son tour. Donc, on rentre tout de suite dans le jeu où il va devoir faire des choix. Et décider s'il prend beaucoup de dégâts pour lui-même pouvoir avoir beaucoup de cartes dans sa main, ou s'il se défend un maximum. Moi, ce que je suis juste en train de faire, eh bien, c'est de regarder un petit peu les différentes cartes que j'ai, et voir ce que je vais vouloir proposer à mon ami Vianney. Je vais mettre une carte, donc j'ai une action, je mets une carte dans la combat chain, je lui lance un combat, je suis un ninja, donc je vais essayer de faire des combats assez longs, et elle coûte 1. Donc pour cela, je prends une carte de ma main, je la pitch, et cette carte me rapporte 3 de pitch, donc j'en utilise 1, il m'en restera 2 pour le reste du tour. Et je t'attaque donc, mon cher Vianney, pour 4 avec Go Again, une carte extrêmement simple. Donc Vianney a tout à fait conscience que je vais pouvoir faire quelque chose ensuite, et il y a des grandes chances que je le fasse. Maintenant, je lui demande s'il veut se défendre ou pas. Eh bien, je vais montrer une chose qu'on n'a pas encore montrée, je vais choisir de ne pas défendre. D'accord. Eh bien moi, on passe dans ma phase de réaction. Est-ce que je veux faire des réactions? Je n'en fais pas. Est-ce que tu veux faire des défenses-réactions? Non. D'accord. Eh bien alors, on rentrerait dans une phase où tu prendrais 4 dégâts. Là, je perds 1, 2, 3, 4 dégâts. 4 points. Et là, on revient à moi, et c'est à moi de décider si je continue à faire quelque chose ou pas. Et oui, je vais continuer à faire quelque chose, sinon c'est pas marrant. Et je vais te montrer cette carte-ci. Elle coûte en haut à droite, on peut le voir, 2. Il me restait 2 de pitch, donc je les utilise. Et cette fois-ci, je t'attaque pour 5. Go again. J'ai une carte encore en main. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ah là, oui, je pense que je vais pas me laisser faire. Vous voyez que c'est vraiment tout un jeu de tempo donc et de choix. Qu'est-ce qu'on fait à son tour? Est-ce qu'on défend beaucoup? Est-ce qu'on défend pas beaucoup? Pour faire des gros tours ou pas? C'est vraiment à chaque joueur de voir et à chaque personnage qui a différents fonctionnements comme vous allez pouvoir le remarquer. Et alors là, tu défendrais 3. Ouais, je défends de 3. À savoir qu'on l'a pas montré, il pourrait tout à fait défendre avec plus qu'une seule carte de sa main. Il pourrait mettre les 3 cartes de sa main pour défendre pour, imaginons, 9. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez tout à fait l'autorisation de mettre plusieurs cartes en défense. On passe dans ma phase de réaction. Je n'ai pas de réaction. Est-ce que toi, tu as des réactions? Oui, je vais prendre des dégâts, donc j'ai mal. C'est ça ma réaction. Donc pas de réaction, et donc on passerait à la phase de dégâts, et donc tu prendrais 2 dégâts. Donc je prends en effet 2 dégâts. 14 points de vie. Avec mon Go Again, je peux encore faire des choses. Et j'ai envie de faire l'effet de mon personnage pour vous montrer un peu des choses un peu particulières. L'effet de mon personnage me permet de base de devoir payer 3 et de renvoyer une carte avec un nom spécifique de ma défausse dans ma main. Cette habilité va me coûter 1 de moins pour chaque carte draconique qui serait présente dans la Chainslink. La Chainslink, en fait, c'est le nombre de combats, de cartes combat que j'ai jouées qui porterait le nombre de draconiques. Donc actuellement, vous avez pu le voir, vous avez très bien suivi, j'en suis sûr, 2 cartes draconiques qui ont été jouées, donc l'habilité coûte 1. Je vais donc pitcher, payer 1, pour aller chercher dans ma défausse une carte avec un nom spécifique qui s'appelle le Phénix, que je risque de vous jouer, très certainement, ou pas. Donc c'est un effet instant, donc je viens de le faire, et puis à moi de voir si je veux le jouer, et effectivement j'ai envie de le jouer. Je vous joue cette carte, mon cher Vianney. Et elle dit que si je contrôle 2 ou plus
carte draconique, ce qui est tout à fait le cas vu qu'on vient de le voir, eh bien le phénix attaque pour +1, sachant qu'il a une valeur d'attaque de 0. Donc je te propose un dégât, go again. Est-ce que tu veux te défendre ou est-ce que tu veux peut-être prendre les dégâts? Non, je prends les dégâts. Tout à fait. Eh bien moi, je t'annonce que malgré le fait que j'ai encore un point d'action, que je pourrais peut-être arriver à utiliser d'une manière ou d'une autre, je voudrais déclarer une fin de tour. Et moi, je peux jouer un instant. Oui. Du coup, je vais le faire pour montrer un petit peu comment ça marche. Particularité de Lexi. Donc là, Quentin m'a donné la priorité. Donc là, maintenant, je peux faire quelque chose. Un instant n'est pas une action, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais utiliser cette carte qui dit « Détruisez Honing Hood et retournez toutes les cartes de votre arsenal dans votre main. Ensuite, mettez une carte de votre main face cachée dans votre arsenal. » Donc, si je fais ça, je casse mon chapeau, on va dire. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour ce faire, je vais le retourner. Et je vais mettre une carte face cachée dans mon arsenal. Intéressant. Nous allons voir cette carte si elle est puissante ou pas dans le futur. À savoir que nous utilisons des decks préconstruits. Donc, c'est des decks d'initiation vous permettant de rentrer tout de suite dans la partie. Et je voudrais donc déclarer cette fin de tour, si tu le permets cette fois-ci. Vas-y, je t'en prie. En déclarant cette fin de tour, comme vous avez pu le voir précédemment, on commence par enlever toutes les cartes que nous avons utilisées en combat, elles vont dans la défausse. Ensuite, j'ai utilisé 2 cartes de pitch, je peux les mettre dans l'ordre de mon choix en dessous de mon deck. Et enfin, j'ai une intelligence de 4, je repioche donc 4 cartes. A l'inverse du tour précédent où Vianney avait aussi repioché 4 cartes et moi aussi, ici vous voyez qu'il termine son tour avec 2 cartes dans sa main et il ne repioche pas 4 cartes. Il repiochera jusqu'à 4 cartes dans sa main à la fin de son tour qui commence maintenant. Et voilà, c'est la grande particularité de ce jeu. C'est plus j'utilise de cartes pour me défendre ou pour faire des choses pendant le tour adverse, moins j'en ai à mon propre tour. Et du coup, j'affaiblis, parce que j'ai paré les attaques, j'affaiblis mon attaque, ce qui est plutôt logique quand on y pense dans un combat à 1 contre 1. De fait, j'ai préparé pendant presque avant la fin du tour de Quentin, j'ai pu mettre une carte face cachée et profiter d'un effet plutôt sympa. Lexi a une particularité, son pouvoir, c'est que une fois par tour, elle peut activer une action qui dit que elle peut retourner une carte qui est face cachée dans son arsenal et la mettre face visible. Si c'est une carte de type Lightning, la prochaine attaque de ce tour va gagner Go Again. Si c'est une carte de glace, ça crée un token Frostbite, qui est une morsure de glace, si on doit traduire, chez mon adversaire, donc chez Quentin. Et Frostbite, en gros, c'est une carte qui dit que Quentin, s'il veut faire une action, il va devoir payer 1 de plus que le coût originel pour la faire. C'est comme s'il avait une petite engelure qui l'empêche de faire des mouvements. Il était un peu bloqué dans la glace. Et du coup, ça lui coûte un peu plus d'énergie, un peu plus de ressources pour réussir malgré tout cette action. Donc là, je vais utiliser son action. Et vous l'avez vu, les 2 derniers mots de ce paragraphe, c'est Go Again. C'est-à-dire qu'en faisant cette action, je rappelle que normalement on n'en a qu'une durant son tour, en faisant celle-là, je regagne un point d'action pour en faire une juste après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner cette carte face visible, et c'est une carte Lightning. Donc le pouvoir de Lexi dit que si je la révèle, et que c'est une Lightning, la prochaine attaque que je fais gagne Go Again. Même si elle ne l'a pas. Mais c'est ça qui est important à voir. Ouais, tout à fait. Même si elle ne l'a pas. Exactement. Donc, je vais pouvoir ici tout simplement jouer cette carte et elle gagne Go Again. Donc je vais jouer cette carte, je vais la proposer à Quentin ici et je dois payer son coût en pitch. Donc je vais prendre cette carte et la mettre en zone de pitch, ce qui me donne 2 de pitch et en réalité je n'en ai plus qu'un parce que la carte coûtait 1. Donc je te propose 4 de dégâts avec Go Again. Et moi, je te propose de ne pas mettre de carte en défense. Et bien donc, tu prends 4 points de dégâts parce que je n'ai pas de réaction à ta défense. Et moi non plus, je n'ai pas de réaction à ta magnifique attaque. Je prends 4 de dégâts. Incroyable. À 12 points de vie. Tintin. Donc là, j'ai Go Again, c'est-à-dire que j'ai encore une action possible. Qu'est-ce que je vais faire d'après toi ?
eh bien, mettre une carte en arsenal et appeler une fin de tour. Exactement, parce qu'en fait, j'ai juste fait pour la démonstration, mais j'ai peu d'intérêt de repayer un coup, par exemple, pour Oui. faire quoi que ce soit. Donc, Encore une fois, on rappelle qu'on vous fait des choses qui sont pas parfaitement réfléchies en termes de stratégie, mais qui sont réfléchies, on va dire, en termes de présentation de gameplay, différents styles de possibilités. Comme ça, dans cette vidéo, vous avez vu différentes choses qu'on peut faire à un tour. Ça aurait peut-être été plus intelligent pour moi de défendre un petit peu. Ici, moi, j'ai plutôt pris le pari d'essayer de me dire, je garde toutes mes cartes en main et je vais essayer de lui faire un énorme tour. Donc, je te préviens, mon cher Vianney, tu vas prendre cher. bah, j'espère bien. Écoute, donc j'ai défaussé la carte que j'ai utilisée pour t'attaquer. Cette carte va pouvoir retourner en dessous de mon deck. Moi, je le fais manuellement pour bien montrer comment ça marche. Et le pitch que j'avais est perdu. J'ai choisi de mettre une carte dans mon arsenal. Ça a été gratuit. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Et je repioche 4 cartes pour refaire ma main. Et là, je me prépare, d'après l'annonce de Quentin, à en prendre plein la tête. Oui, et on va peut-être vite faire un petit arrêt sur l'arsenal, parce qu'il y a une règle particulière sur l'arsenal, vu que maintenant vous commencez à bien comprendre les règles du jeu. La carte en arsenal, moi souvent ce que j'explique aux gens, c'est que c'est une carte que vous allez devoir jouer. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la pitcher. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en défense normale, vous allez devoir la jouer. Quelles sont les cartes qui sont jouables? Les cartes d'action, les cartes d'attaque-action, et les cartes de défense-réaction. Mais juste gardez en tête que la carte en arsenal, ce n'est pas exactement comme une carte dans votre main, c'est une carte que vous allez vraiment placer dans la combat chain. Et en expliquant ça, souvent les gens comprennent mieux. Attention, ne pas mettre des cartes que vous comptez ne jamais jouer ou que vous compteriez par exemple pitcher, utiliser en ressources parce que vous n'aurez pas la possibilité et vous allez vous bloquer pendant la partie. Je voulais faire ce petit arrêt. Alors, bien fait. Maintenant, à mon tour, on va essayer de faire un tour un peu sympa, vous présenter des choses, et on va commencer par cette carte-ci. Tout d'abord, elle me coûte 0. Elle me dit que la prochaine attaque draconique ou ninja que je vais faire aura plus 3, donc je buff un peu ma prochaine attaque, et je peux renvoyer une carte phénix de ma défausse dans ma main. Ce que je voudrais faire. Le permets-tu? Mais je t'en prie. Alors c'est un jeu de politesse et je l'exagère un petit peu ici dans la démonstration, étant donné que parfois il y a des pouvoirs, des réactions, mais sachez que essentiellement les adversaires interviennent vraiment s'il y avait nécessité. Donc je renvoie ce petit phénix dans ma main, et je décide de... Tac, je réfléchis un tout petit peu si je fais tac tac. C'est pas mal. Je vais jouer cette carte-ci. Elle coûte 0. Elle dit que la prochaine attaque que je ferai sera une draconique, en addition à tout ce qu'elle pourrait être, et elle attaque de base pour 3 avec Go Again. Mais si vous avez bien été attentif, j'avais buffé ma prochaine attaque, donc celle-ci vient pour 6 Go Again. Souhaites-tu te défendre? Je vous ai prévenu, c'est un gros tour, et ici à savoir que je joue un ninja qui vient du domaine du feu, hein, vous voyez, un draconique, donc c'est un personnage plutôt agressif, et je crois que vous commencez à le capter, et qui propose une succession d'attaques de plus en plus puissantes ou de plus en plus fortes. C'est vraiment un personnage que j'affectionne particulièrement dans cette nouvelle extension. Je vais enlever mes bottes et te les jeter au visage. En tout cas, plutôt, on va dire que c'est moi qui te les casse dans le combat. Oui, je sais, mais j'aime bien dire ça. J'ai fait un petit coup vers tes bottes et tu es contraint de les enlever parce qu'elles te blessent sinon si tu les gardes vu qu'elles sont un peu toutes cabossées maintenant. Donc je défends avec 1, qui est la valeur qui est en bas à droite de la carte. Je peux pas trop... Attends, je vais la mettre là juste pour pouvoir la montrer. 1 de valeur. Comme c'est une carte équipement, vous pouvez voir qu'il est marqué Battle Break, Blade Break, pardon. Eh bien c'est une carte qui va disparaître à la fin du tour, vraiment dans ce concept de combat où au fur et à mesure du combat, nos héros s'épuisent et prennent des dégâts, et donc il n'y a rien à faire. Imaginez un vrai combat de 2 guerriers, au fur et à mesure leur armure, elle devient de moins en moins fonctionnelle. Donc là tu prendrais 5 dégâts. Donc voilà, moi je ne fais rien d'autre. Donc, alors moi ça me va aussi, 5 dégâts c'est très bien. 5 dégâts, donc je descends à 8 points de vie. Tout à fait. Ensuite, j'enchaîne un petit peu. Je voudrais te jouer ce petit phénix qui dit que s'il est joué deuxième, vous l'avez déjà vu avant, s'il est joué deuxième dans la Chains Link, eh bien il attaque pour plus 1. Donc je viens pour 1 Go Again. Souhaites-tu te défendre? Écoute, mon cher ami qui devient de moins en moins ami au fur et à mesure de la partie. Je pense que oui, au bout d'un moment, on sera moins copains. Mais on s'aime quand même. Ouais, c'est clair.
Est-ce que vous voyez des petits dégâts comme ceux-là n'ont l'air de rien en début de partie, mais on arrive quand même très vite dans une situation où il a de moins en moins de points de vie, et il va de moins en moins pouvoir accepter des dégâts. Donc tu défendrais pour 2. Parfait. Ce que je voulais faire dans ce tour, c'est montrer quelque chose d'intéressant. C'est que je peux demander de close, de fermer la combat chain. C'est ce que je voudrais faire. Donc vous voyez que c'est pas obligatoirement en fin de tour que vous devez le faire. On peut le demander en plein milieu d'un tour pour une raison obscure que vous allez peut-être découvrir dans le futur. Donc moi je voudrais qu'on ferme cette combat chain. Et donc toutes nos cartes vont dans la défausse. J'ai quand même mon go again, je garde quand même mon point d'action. Ça permet parfois, vous voyez, de retrouver une certaine clarté dans le terrain de jeu, puisque quand on enchaîne beaucoup de dégâts. Et mon tour continue, hein. Donc c'est simplement une demande que j'ai fait à mon cher partenaire, adversaire plutôt. Et je joue une carte que vous avez vue précédemment, qui dit que j'attaque pour 3, go again, pour 0. Et c'est là qu'on voit que les héros sont très thématiques. C'est-à-dire que Oui. là, le ninja, ça ne choque personne d'imaginer un ninja enchaîner les coups extrêmement rapides. Et de fait, moi je joue un archer qui a besoin de mettre une flèche à son arc pour pouvoir tirer. Toi tu joues un personnage qui enchaîne les petites attaques et parfois même les grosses attaques. En même temps c'est un ninja draconique, donc c'est normal. Et on peut préciser également que, comme vous pouvez le voir, les illustrations sont plutôt matures. C'est-à-dire qu'il y a des univers qui sont plus colorés, d'autres qui sont un peu plus matures. C'est un jeu qui a été signé 16 ans et plus, pour information. Et je trouve vraiment les illustrations sont incroyablement magnifiques dans la vraie vie. Je vous invite à regarder parfois quelques cartes qui sont foil, brillantes. Elles sont incroyablement belles. Et vraiment, c'est un travail qui est raffiné et non pas excessif. Comme dans peut-être d'autres jeux de cartes. Tout à fait. Pour ne pas Pokémon. Tout à fait. Ou un peu moins joli à mes yeux, Yu-Gi-Oh! Par exemple. Oui. Est-ce que tu souhaites te défendre des 3 dégâts que je te propose? Bah non, écoute, je pense que je vais... Très bien. Alors, ce que je voulais faire justement en ayant fermé la combat chain, c'est vous montrer l'effet de faille, encore une fois que vous avez déjà vu précédemment, qui dit que je peux payer donc 3 pour récupérer une carte qui s'appelle Phoenix de ma défausse, et je vais payer 1 en moins pour chaque draconique que je possède. Et en fait, si vous avez bien suivi un petit peu ce tour, vous avez dû voir cette carte Phoenix qui a déjà été présente dans ce tour justement, et si je n'avais pas fermé la chaîne de combat, eh bien cette carte serait toujours présente et donc elle ne serait pas dans ma défausse et donc je ne pourrais pas faire l'effet de mon personnage et donc je n'aurais peut-être pas rentabilisé parfaitement tous les dégâts que je voulais essayer de faire. Ce n'est pas obligatoire, c'est une proposition. Et donc moi c'est ce que je souhaite faire. L'effet de faille me coûterait donc, et vous direz dans les commentaires de cette vidéo parce que vous êtes intelligent et vous avez calculé, il me coûterait donc 2. Bravo, je vous ai laissé le temps de l'écrire dans les commentaires. Donc je pitch 3. Je garde 1, donc il y a un petit peu des mathématiques, et je renvoie cette carte dans ma main que je joue directement dans la combat chain, et je viens donc pour 1 d'attaque, go again. Allez, je prends. C'est-à-dire que je tombe à 4 points de vie. 4 points de vie. Et enfin, je vais aller jusqu'au bout de mon tour, comme ça un tour complet et complexe. J'utilise un équipement en instant. Je vais le mettre dans la combat chain pour vous le montrer parce que ce sera peut-être plus facile pour le voir. Cet équipement me permet en instantané de le détruire, de gagner le petit logo rouge, c'est 1 de pitch, une ressource, et je peux seulement le faire si j'ai joué des cartes rouges ce tour-ci. Je pense que vous aviez observé que la plupart des cartes que j'ai jouées ce tour-ci étaient bien rouges. Vous pouvez l'observer grâce à la petite bande tout en haut de la carte. Donc je gagne 1 de pitch. Et à quoi ça me sert, allez-vous me dire, car vous êtes très perspicace et intelligent? Eh bien ça va me servir à utiliser mon arme. Parce que notre ami Vianney, il a une arme qui n'a pas d'utilité, qui n'a pas d'attaque de base. Elle a une utilité, c'est de mettre justement des flèches dans son arc. Moi, j'ai un sabre de ninja et j'ai envie de l'utiliser. Et justement, vous voyez qu'il me coûte 2. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser maintenant. Il me coûte 2, je le mets dans la combat chain. Et je vais donc attaquer pour 3. Si je contrôle 2 draconiques ou plus, j'ai go again. Donc je pourrais encore faire peut-être quelque chose à la suite de mon tour. Mais Vianney a été très intelligent et a observé que je n'ai plus grand chose dans mes mains. Donc peu de chances que je fasse encore quelque chose. Mais néanmoins, je viens pour 3 dégâts. Est-ce que tu souhaites te défendre? Je vais être joueur et je ne vais pas défendre. Ouh là là, donc je tombe à 1 point de vie. Je vais appeler une fin de tour. Et à la fin de ce tour-ci,
Ce qui est intéressant à observer, c'est que ça vous paraîtra sans doute logique, hein, mais en tant que héros, avec une arme dans mes mains, je ne vais pas abandonner mon arme en combat. Donc, je la récupère dans mes mains, tandis que les autres cartes sont mises dans ma défausse. Il faut tout de suite comprendre ça, votre arme, vous ne la lâchez jamais en combat. En tout cas, actuellement. Peut-être que dans un futur, il y aura des effets de cartes qui font perdre l'arme au héros adverse, mais actuellement, dans le jeu, vous récupérez votre arme. Je mets la carte de pitch en dessous de mon deck et je repioche jusqu'à 4 cartes dans ma main. Vous avez vu que Vianney a pris de nombreux risques ce tour-ci. Il a utilisé les ressources de ses points de vie pour garder des cartes en main pour espérer me faire de nombreux dégâts à son tour. Et c'est à lui de jouer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que cela sera payant? Vous le saurez en suivant la suite de cette vidéo. Lâchez un commentaire. Alors, c'est un peu scénarisé ce qu'on a fait là aujourd'hui. le but c'est vraiment de vous expliquer, c'est pas du tout de gagner ou autre, c'est vraiment de montrer des situations qui sont intéressantes dans le jeu. Bon, je pense que vous l'avez compris maintenant, si vous regardez cette vidéo depuis le début, je pense que c'est suffisamment clair. Mais on préfère le préciser pour celles ou ceux qui viendraient à ce moment-là de la vidéo et qui n'auraient pas regardé le début. Petit sacripant, retournez au début de la vidéo tout de suite et découvrez la partie en entier. Elle est faite pour ça. Donc, je vais... Là, vous voyez qu'on rentre dans cette partie où on veut quand même réfléchir à son tour. On veut essayer de optimiser, et donc c'est ce qu'on appelle travailler sa sequence. C'est-à-dire dans quel ordre je vais jouer mes cartes pour proposer un maximum de dégâts ou pour les rentabiliser au mieux. Et donner le moins d'informations à mon adversaire, ce qui vous paraîtra logique dans un jeu de cartes. Bon, allez. Ah ah! Que fait-il? Où va-t-il? Je vais jouer Overflex. Overflexed. Ok. Magnifique carte. La prochaine action d'attaque, ce tour, gagne plus 4. Je gagne Reload, qui me permet de recharger une carte dans mon arsenal, et Go Again. Du coup, je vais faire le débutant exprès. Est-ce que là, comme j'ai déjà une carte, le Reload, je peux quand même l'utiliser? Eh bien, il suffit de lire la carte. Et entre parenthèses, vous pourrez observer qu'il est bien précisé dans un magnifique anglais, mais en français ce sera aussi, que si tu n'as pas de carte dans ton arsenal, tu pourrais. Tu as une carte dans ton arsenal, donc tu ne peux pas. Exactement. Mais j'ai Go Again. Donc, par contre, avant de dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je n'ai pas payé son pitch. Voilà, j'attendais. Et tu le payes avec une carte qui a 2 de pitch. Bord jaune, pardon. Les bords bleus, c'est 3 de pitch, les bords jaunes, c'est 2 de pitch, et les bords rouges, c'est 1 de pitch. Du coup, il me reste encore 1 de pitch. Tout à fait. Pour faire quoi? On se le demande. Eh bien, pour tirer une flèche venant de mon arc. Aïe! Et cette flèche, elle a une capacité, qui est Lighting Fuse. Et donc, il doit me dire s'il veut fuse ou pas. Et vous avez qui fuse. Donc il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai beaucoup d'informations, notamment l'information que je vais prendre beaucoup de dégâts. Quand on connaît les cartes, on sait ce qui nous attend un petit peu. Et si c'est fuse, je lis un petit peu, hein, mais à chaque fois qu'une attaque pendant ce tour-ci va faire des dégâts, eh ben il va faire un dégât supplémentaire. Donc là, ça c'est un peu compliqué. Et le fuse, donc, pour l'expliquer et le réexpliquer, il était nécessaire pour faire cet effet de révéler une carte de sa main qui possédait une caractéristique Lightning. Il était marqué sur la carte Lightning Fuse, donc il devait révéler une carte Lightning. Alors, donc, en résumé, vous qui avez peut-être bien suivi, ça peut faire des petits puzzles dans la vidéo, je vous laisse un peu de temps de réflexion sur combien de dégâts notre ami Vianney nous propose, suite aux différentes cartes qu'il a montrées. Il y a différentes choses qui sont passées, et si vous êtes très très intelligent et que vous allez très très loin, si vous observez toutes les cartes, même la carte qu'il a révélée, vous pouvez peut-être calculer potentiellement combien de dégâts il peut nous proposer au total. Et oui, c'est intéressant pour vous de calculer. Moi, je vais le faire maintenant, donc vous avez eu un petit peu le temps de calculer. Mais donc, plus 4, il a 4 de base, donc on est déjà 8. 8 plus 1, s'il me fait des dégâts, parce qu'il a Fuse, donc on est à 9. 9 plus 3, s'il me jouait Lightning Press, donc 9, 10, 11, 12. Je peux potentiellement me prendre 12 dégâts ce tour-ci, et si vous observez, j'ai 12 points de vie. Mais n'est-ce pas incroyable? C'est fou, comme si tout avait été prévu et scénarisé. Alors que pourtant, on a mélangé les decks. Mélangé les decks. Mais on n'a pas du tout fait les séquences de cartes en programmant la pioche. Pas du tout. Une improvisation complète. Et
Et c'est embêtant, 12 dégâts, parce que c'est beaucoup. Euh, et, euh, et je vais utiliser un effet de Quill. Ça m'enquiquine. Non, non, j'ai pas envie. Je vais faire... Ah, tu es fort embêtant, mon cher. Bah là, c'était mon moment de briller, tu vois ce que je veux dire, quoi. Vous voyez qu'on on parlait avant du fait que moi je proposais plein de petits dégâts, tandis que notre ami Vianney ici nous propose vraiment une attaque assez puissante. Euh, D'autant plus que avec déjà 8 de base, il y a des grandes chances que je me prenne des dégâts. Cette carte-là, je l'aime bien. Donc en fait, voilà ce que je suis en train de faire dans mon tour. Ce que beaucoup de joueurs vont faire, c'est, voilà, sur les 4 cartes, je sais que je vais devoir en lâcher au moins une ou deux. Et je suis en train juste de me dire, avec 2 cartes, est-ce que je peux faire un tour correct? Avec une carte, est-ce que je peux faire un tour correct? Et ainsi de suite. Euh, je vais pas jouer celle-là, parce qu'elle est bien. Touk, 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 touk. Donc je me défendrai seulement pour l'instant de 2. Incroyable. Je me défends de 2. Sur les 8 dégâts proposés actuellement, parce que la carte Lightning Press, que vous voyez, il ne me l'a pas encore foncièrement joué, il n'est pas obligé. Donc je me défendrai de 2 sur les 8 dégâts proposés, ce qui voudrait dire que j'en prendrai 6, plus 1, et bien s'il me touche. Donc est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Je vais jouer la carte Lightning Press. Oh, surprise! Étonnant. Notre jeu d'acteur est incroyable. Du coup, moi, je peux décider de me protéger ou pas. On a un peu de réflexion à devoir faire. Parce que je possède une carte qui s'appelle Quill, que je peux montrer ici, qui est un nouvel effet à ajouter dans cette extension, me permettant de dire que si je vais prendre des dégâts, eh bien, je peux payer pour prévenir un certain nombre de dégâts et la détruire. Je ne vais pas le faire pour l'exemple, étant donné que je viens de vous expliquer la carte, et qu'il est plus intelligent pour moi de accepter de descendre en point de vie pour proposer une agressivité à Vianney au prochain tour, plutôt que utiliser de nombreuses ressources pour prendre un peu moins de dégâts et ne pas, moi, en retour, lui proposer une agressivité suffisante. J'espère que vous comprendrez dans la vidéo. L'idée est de vous montrer aussi un peu de stratégie. Même si au fur et à mesure, on a montré plein de situations possibles, je préfère vous montrer aussi une réflexion stratégique. Donc j'accepterai les dégâts entiers, et on vous laisse faire le calcul, hein, mais 4 plus 4 plus 3, ça nous fait... eh bien, on était à 12, 8, 9, 10, 11, pardon, on était à 11. 11 moins 2, défense, ça nous fait 9. Et 9 plus 1, parce que quand il me touche, il fait un dégât supplémentaire, ça nous fait 10 dégâts. Donc je descends à 2. Non, j'ai pas fini. Oui, je sais. Pour l'instant, je descends à 2 points de vie. Et il y a une réaction encore incroyable. Je vais en effet, quand une Lightning ou Elemental Attack que je contrôle est défendue par une carte de la main, ce qui a été le cas avec la carte qui est ici, je peux en fait détruire mes gants, enfin je peux utiliser la puissance de mes gantelets en les détruisant pour rajouter un dégât supplémentaire au héros qui est en train de défendre. Tout à fait. Et je peux décider de le prendre. Ou pas. Et en fait, je t'avoue qu'il y a une question que je me pose sur l'effet de Frazzle qui potentiellement influe sur la carte que tu viens de jouer et augmenterait ses dégâts de 1. Donc j'étais en train de bien relire la carte. Normalement, j'ai gagné, je pense, à mon avis. Parce que je peux quand même intervenir sur Quill, heureusement. Du coup, je vous réexplique pourquoi il a normalement gagné, si vous n'avez pas bien suivi. C'est que l'effet de la carte Frazzle dit qu'à chaque fois qu'une attaque devrait faire des dégâts, elle fait un dégât supplémentaire. Et l'effet de Mark of Lightning dit très clairement que si jamais il la détruit, il peut faire un dégât au héros, et donc il y aurait une augmentation de 1 dégât supplémentaire. Donc il me propose 2 dégâts. Heureusement, j'ai de la chance. Je possède encore des cartes me permettant de me protéger que je vous ai présentées juste avant. Et du coup, je vais juste devoir accepter de faire un tour un peu moins sympa. Ce qui est en kikinant, mais c'est pas impossible pour moi de m'en sortir. C'est juste à moi de bien calculer ce que je fais. Bien aussi de montrer qu'il existe des temps faibles et des temps forts dans les parties. C'est pour ça que là j'ai un peu tout balancé et que j'ai accepté de prendre énormément de dégâts au tour précédent, auquel cas je n'aurais pas pu faire cette attaque-là à ce tour-là. On va vraiment aller jusqu'au bout dans cette vidéo, on va vraiment faire un truc un peu particulier. Avant de subir les dégâts, donc sachez que là on rentre quand même dans une phase un peu plus complexe et un peu plus longue, sachez-le. Hein. Je vais créer... Puis surtout on est sur une fin de partie, donc en fait c'est le moment où on utilise tout ce qui nous reste. Je vais utiliser cette carte me permettant en instant de détruire cette carte,
de mélanger autant de cartes de ma main que je veux dans mon deck et d'en piocher autant. Parce que dans ma main, je suis pas très content de ce que j'ai. Et donc, comme on est sur une fin de partie, j'ai absolument envie d'essayer de trouver quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais mélanger obligatoirement cette carte-là, et celle-ci aussi, je pense que clairement. Donc je mélange 2 cartes dans mon deck. Donc je vais d'abord les mettre n'importe où en dessous, puis mélanger ce deck, et piocher 2 cartes supplémentaires. Voilà qui est beaucoup mieux, c'est pas mal du tout. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ensuite ces 2 cartes-ci en défense, donc Quill 1 et Quill 1. Je vais donc pouvoir payer 2, donc je paye 2 de pitch pour utiliser ces 2 défenses, me permettant de me défendre de chaque fois un des dégâts, donc je me défends complètement de ces 2 dégâts, me permettant justement d'éviter eh bien de subir les dégâts fataux, ça ne se dit pas. Les dégâts fataux. Les dégâts fataux, c'est quand t'as beaucoup mangé. Tout à fait. Voilà, donc je me défends. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose encore d'incroyable? Je pense que là, on arrive tout doucement sur... Eh bien oui, je n'ai plus rien en main, donc je ne peux pas ajouter... c'est génial, je te remercie d'avoir vraiment été jusqu'au bout pour montrer à quel point les échanges... on est vraiment sur un échange... Tu fais ça? Oui, mais je fais ça. Ouais, mais du coup, je fais ça, et alors on fait ça. Parce que c'est un peu tout le sel du jeu que je trouve vraiment cool. Donc merci d'avoir joué comme ça. Et donc, je déclare une fin de tour. Parfait. J'ai réussi à survivre un petit peu, mais je n'ai que 2 cartes dans ma main après tout ça. Et lui, il va en repiocher 4. Et là, on rentre vraiment dans cette phase... où là, on va commencer à réfléchir à ce qu'on fait, hein, vous voyez? J'en profite pendant que tu réfléchis à ton tour pour remercier Mathieu de la chaîne YouTube et surtout de ce consortium de streamers et de créateurs de contenu de qualité qui est Entre Jeux Studio. Nous sommes sur Twitch également en direct avec Quentin sur la chaîne Entre Joueurs, et il vient de faire un raid donc c'est-à-dire qu'il a amené suite à la fin de son live de l'émission Cartes sur table qui parle justement de cartes et où Quentin est chroniqueur assez fréquent. Oui. C'est une superbe émission pour suivre l'actualité des jeux de cartes et surtout si vous aimez Marvel Champion. Là c'est pour la petite blague. Et donc bravo à eux pour ce qu'ils font parce que le contenu est de qualité et c'est vraiment agréable à suivre. Donc ils ont fait un raid de 22 personnes, donc bienvenue à vous, et donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Entre Joueurs, bienvenue. On est en train de vous faire une démonstration, on appelle ça chez nous, chez Entre Joueurs, une partie didactique, c'est-à-dire une partie où on explique les règles en même temps, et on essaye de vous montrer tout le potentiel de plaisir que Flesh and Blood propose. Tout à fait. Voilà. Et j'ai bien vu les messages dans le chat, je vous envoie plein d'amour en retour. Alors, c'est le début de mon tour. Et au début de mon tour, j'ai 2 cartes en main, et je vais voir un petit peu si je fais pas quelque chose d'un peu sympathique, mais ce sera plutôt léger, et ça c'est dangereux pour potentiellement m'amener vers une défaite. Pour rappel, j'ai 1 point de vie, Quentin en a 2. Il a exact. 2 fois plus de points de vie que moi. 2 fois plus de points de vie, mais j'ai un personnage qui est agressif et qui nécessite d'avoir plusieurs cartes en main pour pouvoir faire des choses assez intéressantes. Donc moi ce que je vais te proposer, c'est une carte qui s'appelle Trade In, qui dit que quand j'attaque avec, je peux défausser une carte, et si je le fais, piocher une carte. Et s'il avait été joué de mon arsenal, il aurait eu Go Again, ce qui n'est pas le cas. Mais je te demande l'autorisation pour défausser une carte. Bah je t'en prie, avec grand plaisir. Hop, je défausse une carte, je pioche une carte, et c'est à toi de décider si tu veux te défendre des 3 attaques ou perdre. C'est un choix complexe. Je vais défendre à 3 piles. Tout à fait, parfait. Et bien moi je te déclare une fin de tour, et malheureusement c'est très dangereux de déclarer une fin de tour. Et si, et je voudrais une carte en arsenal, et donc déclarer une fin de tour, placer une carte en arsenal, enlever nos cartes de la zone de combat, et piocher 4 cartes pour espérer savoir me défendre de l'attaque de mon cher ami Vianney, ou des attaques qui vont arriver dans ce tour justement. Nous allons voir ça quelques instants. Je tiens à dire que je n'ai pas été très soigneux à la fin de mon dernier tour, je n'ai pas enlevé le pitch que j'avais consommé, et je n'ai pas mis en dessous la carte. Ça se ne va pas. Mais c'était aussi pour montrer, je l'ai pas fait exprès pour être tout à fait honnête, je l'ai pas fait exprès, mais ça montre qu'en débutant sur le jeu, on oublie souvent de bien faire dans l'ordre les défausses, le pitch à mettre en dessous du deck, donc je préfère le rappeler, ne faites pas comme moi.
Et d'où le fait que tout au long de cette vidéo, vous avez remarqué beaucoup de politesse entre nous, mais c'est aussi pour didactiquement essayer de bien vous expliquer les différentes phases du jeu qui peuvent paraître compliquées, mais qui ne le sont absolument pas. Et là, Mathieu nous dit qu'on n'a pas vu le raid. Mais si, je l'ai vu le raid. J'ai dit merci pour le raid, Mathieu. j'ai bien compris les messages à Patrice qui dit je n'ai pas compris le traître. Eh bien, le traître, c'est parce que j'ai décidé d'être ici dans cette émission ce soir plutôt que dans mon émission habituelle. D'où le fait que tout le monde est venu me dire un petit coucou. Alors, si je calcule bien mon coup. Je suis dans une situation embêtante. Alors, 1. Donc, il me faut. Là, je vais parler. Je vais expliquer à haute voix ce que j'ai dans la tête. Là, pour faire l'action que je veux, il faut que je puisse jouer cette carte-là, qui me coûte 1. J'aimerais bien aussi jouer cette carte-là, qui me coûte 1. Et du coup, c'est-à-dire qu'il me faut 3 de pitch, mais il faut aussi 1 de celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, dans l'ordre, on va jouer l'arc, qui me permet de charger avec une flèche face visible dans mon arsenal. Je dois pour ça payer 1 ici. Donc je pitch cette carte. Il me reste 2 de pitch flottant, parce que la carte là en rapporte 3 et je n'en ai utilisé qu'un. La carte que je mets dans l'arsenal peut être boostée soit avec l'effet Dominate. Pour rappel, ça veut dire qu'elle ne peut être défendue que par des cartes, une seule carte qui vient de la main, puis des cartes équipement, sauf que Quentin, comme vous pouvez le regarder, n'a plus d'équipement. Il a tout utilisé. Mais j'ai une carte en arsenal. Voilà. Que va-t-il faire? Vous le saurez en regardant la fin de cette vidéo. Et ensuite, donc j'ai chargé mon arc avec une flèche qui a Dominate. Et il me reste encore cette carte Electrify à jouer, qui dit que la prochaine attaque action card qui touche un héros, c'est-à-dire que qui fait des dégâts à un héros, fera un dommage supplémentaire. Si j'avais joué cette carte depuis mon arsenal, ce qui n'est pas le cas, j'aurais en plus pioché une carte et j'ai go again. Donc c'est-à-dire que l'action que j'ai utilisée m'est rendue par cette carte. Et je vais payer le pitch que ça m'a coûté. Est-ce que il y a plusieurs moments où j'aurais dû lui demander s'il voulait faire quelque chose. Mais il est pas poli, hein, vous avez Non, vu. je suis pas poli comme garçon, mais je pense que comme c'est un grand garçon qui sait bien jouer, il me l'aurait dit, hein, clairement. Je serais intervenu si je voulais faire quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que je continue ou... Continue. Donc, je vais utiliser mon dernier pitch pour aller mettre cette flèche et je vais offrir à Cléonis Une grosse attaque. Une grosse attaque. Donc, qui va faire... Ouais, vas-y, je te laisse expliquer. Il m'attaque actuellement pour 5 Dominate, donc je peux mettre qu'une seule carte de ma main, et si vous avez vu les défenses habituelles sur les cartes, eh bien la moyenne est de 3, donc en attaquant pour 5, avec une seule carte de défense de ma main et aucun équipement, il y a des grandes chances qu'il gagne. Néanmoins, je peux quand même jouer une petite dernière carte de défense un peu rigolote. Je vais vous placer cette carte-ci en défense, qui s'appelle Flex, qui a 2 de défense, et qui dit que quand j'attaque ou que je défends avec, je pourrais payer 2, et si je le fais, la carte gagnerait plus 2. Vous allez me dire, quel est l'intérêt? Alors actuellement, aucun intérêt à part vous montrer des choses différentes dans la vidéo, mais contre certains personnages, sachez que ça pourrait être intéressant. Et du coup, je vais justement pitcher 2 pendant ce tour, pour la monter à 6 d'attaque, 2 de défense, ce qui, vous l'aurez compris, ne changera absolument rien à ma défaite. Et je descends à -1 même de points de vie. Et ouais, donc merci de m'avoir laissé gagner, c'est très gentil Quentin de ta part. Après, hein. Donc voilà ce qu'on voulait vous proposer dans cette vidéo. Une partie didactique, on a pu vous montrer énormément, je l'espère, de choses. Surtout que vous avez pu voir des effets qui se trouvent dans les derniers sets, qui ne sont pas expliqués dans la vidéo règle qui est proposée par la chaîne officielle de Flesh and Blood. Par exemple, l'effet de Fuse n'a pas du tout expliqué. Donc c'est plutôt cool. Je suis assez content de l'avoir fait avec toi, Quentin. Comme ça, on a pu montrer un petit peu plus. La vidéo est certes plus longue, mais je pense qu'on montre un peu plus de choses. Et ça fait partie de ce genre de jeu qu'il faut observer. J'ai vu dans les commentaires sur Twitch en direct également que c'est un jeu qui se mérite, entre guillemets. Donc j'aime bien le mot qui est choisi. Je pense pas que ce soit vraiment mérité, mais
C'est un jeu qui, à la première partie, peut dérouter, on sait pas trop ce qu'on fait, on sait pas trop à quoi sert ce que l'on fait. Et en fait, au fur et à mesure des parties, on commence à découvrir tout le potentiel de stratégie, de bonnes décisions, de choix cornéliens qui sont à faire dans ce jeu. L'importance d'un bon deck building également. Donc c'est un jeu qui est vraiment plaisant pour ça. Et je suis ravi d'avoir fait cette partie-là avec toi, Quentin. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux dire et rajouter pour clôturer cette vidéo? Du coup, c'est dans cette vidéo, vous invitez à vraiment découvrir le jeu et à le découvrir à tout niveau qui pourrait vous intéresser. Que ce soit au niveau familial, casual, vous amusez à jouer avec des amis, prenez des decks préconstruits, amusez-vous à les tester les uns les autres. Il y a énormément de héros différents avec des gameplays différents. Ici, on vous en a montré deux, mais on aurait vraiment, on aurait vraiment pu faire des énormes vidéos à vous présenter chaque personnage et comment il se joue aussi, parce que chaque personnage s'apprend et se joue différemment. Et si peut-être ça vous intéresse de jouer au niveau compétitif, vous y retrouverez aussi tout pour votre compte. Clairement, c'est un jeu qui a une vocation à aller vers de la compétition, ou en tout cas aller vers ce qu'on appelle du skill, donc de l'expérience, et on s'améliore à chaque partie, on apprend des choses, et dans celle-ci, on a vraiment essayé de vous montrer plein de trucs un peu différents, et qui est, je trouve, dans cette partie-ci, assez complète sur toutes les possibilités qu'il y a dans le jeu. On n'a pas vu de défense-réaction, mais vous avez vu quand même des réactions pendant les attaques. On n'a pas vu d'attaque-réaction et de défense-réaction, mais je pense que globalement, vous l'aurez compris. Dites-le nous dans les commentaires si vous avez des questions, hein. Moi je passerai voir les commentaires sur ta chouette vidéo, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à questionner que ce soit Vianney ou moi-même, Cléonis, ce sera plus facile de me trouver sur Cléonis que sur Quentin. N'hésitez pas à me questionner ou à questionner Vianney sur comment faire un deck, qu'est-ce qu'il faut acheter en premier, ou peut-être même des questions plus de règles. Ça me fera un plaisir immense d'essayer de vous aider à comprendre ce jeu. Eh ben, merci pour cette conclusion, Quentin. Je rajouterais que c'est un jeu aussi qui existe avec des règles multijoueurs, donc vous pouvez très bien jouer en casual, comme on dit, en occasionnel. Donc c'est assez marrant à essayer, ce sont des règles spécifiques. Et si vous souhaitez débuter à ce jeu, vous pouvez en effet, nous on vous conseille vraiment les decks de préconstruits. Alors pour l'instant le jeu est qu'en anglais. Si vous regardez cette vidéo fin juin 2022, début juillet va sortir des cartes qui vont vous permettre de jouer en français, et à terme on verra l'avenir de ce jeu et comment il sera traduit, quel type de cartes seront disponibles pour les joueurs français. En tout cas en VO il y a déjà 5 extensions qui existent à fin juin 2022, donc il y a déjà énormément de mécaniques, de personnages différents qui existent, donc déjà beaucoup de choses à découvrir si vous maîtrisez un petit peu l'anglais. Et sachez que les formats draft et les formats construits, ainsi que les formats en scellé, sont très agréables à jouer et permet vraiment d'aborder Flesh and Blood de bien des manières différentes, qui, tu me diras Quentin si je me trompe, sont des passages non pas obligés mais très jouissifs, qui permettent à chaque fois de découvrir de nouvelles choses sur le jeu. Le jouer en draft permet de comprendre l'importance de certaines cartes. Le jouer en construit permet de jouer avant de jouer en construisant son deck, en les collectionnant. Le format scellé apprend à développer un deck, à construire un deck, parce qu'on se confronte à la construction de deck avec un univers qui est limité, c'est-à-dire avec un nombre de cartes qui est restreint, mais qui est un peu plus facile que le draft. Et du coup, ça permet de construire son premier deck avec 6 boosters. Et donc ça permet de très rapidement aussi de rentrer dans le jeu et dans cette partie très importante de Flesh and Blood qui est la construction du deck. Il existe également, et j'allais arrêter là-dessus, énormément de decklists sur internet, c'est-à-dire que des joueurs sont forts pour créer des builds de deck, donc des builders on appelle ça, et vont proposer la liste des cartes qu'il faut pour le faire. À partir de là, vous allez pouvoir copier cette liste et puis essayer de créer vos propres decks en collectionnant les cartes nécessaires à ce deck. Donc c'est aussi une autre façon d'aborder le jeu. Donc merci beaucoup Quentin encore une fois pour cette partie didactique, je passe un super moment avec toi à refaire. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Flesh and Blood et sur d'autres jeux. Je vous rappelle qu'il y a la chaîne Entre Joueurs sur Twitch, il y a la chaîne YouTube également Entre Joueurs, et il y a la petite chaîne secondaire où ces vidéos sont postées, qui sont sur Entre Joueurs, le laboratoire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, j'aimerais lire vos commentaires sur comment vous abordez Flesh and Blood, comment vous l'avez découvert, les questions que vous auriez sur les règles, Quentin se proposait de répondre aussi, donc merci à toi Quentin. Retrouvez également la chaîne de Quentin dans la description pour aller lui offrir des likes, des j'aime et des abonnements. En tout cas, je vous souhaite de belles découvertes autour de Flesh and Blood, prenez soin de vous et jouez beaucoup.
Ciao.